Il y a quelque temps, un homme se présente à mon cabinet, il vient consulter, il s'installe, il s'assoit et commence à me raconter un événement de sa vie. Il me raconte quelque chose qui lui est arrivé il y a des années. Au début, il me raconte une scène. Et puis progressivement, le rythme de la voix commence à changer. J'observe que son corps se tend, qu'il est plus crispé qu'en arrivant. Des petits signes, la couleur de la peau, il commence à se pigmenter, il a du mal par moments à respirer, il déglutit et puis le ton, le débit change, la hauteur de voix change, il commence à insister sur certains points et puis progressivement les larmes commencent à apparaître. Au bout de quelques instants, sur une scène particulière de l'histoire qu'il me raconte, il fond en larmes. À ce moment, je lui demande « Qu'est-ce que vous ressentez physiquement ? Qu'est-ce qui se passe en vous physiquement au moment où vous me racontez cette histoire ?» Il me dit « J'ai une boule ici, juste au-dessus de l'estomac, au niveau du plexus, et puis une oppression là, au niveau de la poitrine. » Je lui demande « Mais quelle est l'émotion que vous ressentez à ce moment ? Qu'est-ce qui remonte en vous comme émotion ?» Il me dit « Beaucoup de colère. » Il ajoute même non, énormément de colère. Je me sens très en colère. Alors je lui demande, quand vous pensez à cette scène, quand vous repensez à ce que vous venez de me raconter, quand vous vous reconnectez en quelque sorte, quand vous ressentez physiquement cette boule dans le ventre, cette oppression dans la poitrine, et quand vous pensez à cette colère, qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même? Qu'est-ce que ça vous oblige à penser de vous-même qui ne soit pas très agréable? Il me dit que je suis nul et que je suis un incapable. L'histoire qu'il me raconte s'est déroulée il y a des années. Il a continué à vivre, il a continué à gérer sa vie au quotidien. Il a connu des moments de bonheur, des moments de satisfaction, mais malgré le temps qui passe, malgré le recul, malgré tout ce qu'il a appris de la vie, à chaque fois qu'il raconte cette histoire, à chaque fois qu'il repense à cette histoire, à chaque fois que sa mémoire arrive sur cette scène, à chaque fois qu'il évoque cette scène, ou à chaque fois qu'un événement de sa vie l'amène à repenser à cette scène, il ressent la même boule dans le ventre, la même oppression dans la poitrine, il ressent la même colère, et il continue à se dire « je suis nul et je suis incapable ». Là, typiquement, nous sommes en présence de ce qu'on appelle, nous, communément un souvenir. Mais la différence, c'est que ce souvenir n'est pas un simple souvenir. Ce souvenir ne lui rappelle pas qu'il a été en colère. Ce souvenir le met toujours en colère. Ce souvenir ne lui rappelle pas qu'à l'époque, il avait une boule dans le ventre. Ce souvenir fabrique encore la boule dans le ventre. Ce souvenir ne l'amène pas à penser qu'à l'époque, il s'est trouvé nul. Ce qu'il est en train de me raconter continue à lui faire penser lui-même qu'il est nul. Quel que soit le nombre de situations dans sa vie, quelles que soient les occasions qu'il aura eues de pouvoir constater qu'il se débrouille, qu'il est capable, qu'il peut gérer, qu'il a en lui des ressources, quel que soit le nombre de ses expériences, il continue à penser lui qu'il est nul et incapable. La colère se déclenchera dans d'autres situations à chaque fois qu'il retrouvera soit le ressenti physique, à chaque fois qu'il aura une oppression au niveau de l'estomac ou de la poitrine, à chaque fois qu'il ressentira de la colère, à chaque fois qu'une scène le ramènera d'une manière ou d'une autre vers ce souvenir, il ressentira l'émotion, la colère. Typiquement, on est en face de ce qu'on pourrait appeler un traumatisme. Alors, un traumatisme, c'est avec un grand T, un traumatisme tel qu'on les entend, évidemment, être victime ou témoin d'un attentat, vivre un accident, une agression. Il y a aussi tous les traumatismes avec un petit T. Ce sont des situations qui pourraient paraître anodines à un spectateur, à quelqu'un qui serait à l'extérieur de la scène. Une situation qui a pu être une simple phrase au cours d'un repas, d'une conversation, une simple petite remarque de la part d'un ami, d'un parent, d'un enseignant. Mais cette remarque, cette situation, nous met, nous, à un moment de notre vie, dans une position qui nous amène à ressentir une émotion extrêmement forte, un ressenti physique. Cet événement, notre cerveau, en quelque sorte, ne va pas le digérer. Ça va rester présent tout au long de notre vie, non seulement comme une histoire,
mais comme quelque chose qui va réveiller le ressenti, l'émotion, et qui va continuer tout le temps à nous amener à la même conclusion. Je suis nul, je suis incapable, je ne peux pas assurer ma propre sécurité. Je suis responsable, je suis coupable. Je ne suis pas une bonne personne, je ne mérite pas quand même, je ne suis pas aimable. Et cette pensée va continuer à parasiter, à s'imprégner et à être présent dans tous les moments de la vie. C'est exactement ce qu'on va appeler ici un traumatisme, un souvenir qui n'arrive pas à devenir un simple mauvais souvenir, mais qui reste à la fois une référence qui continue à prouver que je suis nul, que je suis incapable, que je ne peux pas, que je ne mérite pas, et que je ne suis pas en capacité. Ce souvenir, je vais vivre avec, je vais finir par me l'approprier, en quelque sorte m'identifier à ce souvenir. Il va faire partie de ma vie, je ne suis même pas conscient que c'est un traumatisme. Ce que notre cerveau fait la nuit quand on dort, et sans doute à d'autres moments de la journée, c'est de digérer ces souvenirs. Chacun de nous, on a régulièrement à vivre des situations qui sont inconfortables. Certainement, chacun de nos tours, on va avoir l'occasion d'être fâché contre quelqu'un, de vivre une situation qui nous met dans une immense tristesse, une immense colère, une sensation, une émotion de dégoût. Les jours passant, évidemment, l'événement se dilue, on dit que la nuit porte conseil, quelques jours après on y repense, on dit c'est passé, tout ça est loin. En quelque sorte, j'ai compris ce qui s'est passé, j'en ai tiré de l'expérience. À la fois une partie de mon cerveau, consciemment et inconsciemment, a traité l'information, en a tiré des conclusions. L'émotion est redescendue. Évoquer la scène ne ramènera plus l'émotion. J'en ai compris quelque chose et je l'ai intégré à ma propre expérience. C'est ce qui ne se passe pas lorsque je vis une situation qui devient un traumatisme. À travers les nuits, parfois après les traumatismes, on observe des insomnies, des troubles du sommeil et de nombreux autres troubles, des troubles anxieux, des crises d'angoisse, des nouvelles phobies qui apparaissent, des troubles alimentaires. En tout cas, quelque chose ne fonctionnera plus jamais comme avant. Il y a eu un avant et un après traumatisme. Le MDR, il y a une trentaine d'années, a été découvert un peu par hasard par une américaine, Madame Shapiro. Le MDR consiste à proposer des mouvements alternés, comme cela. Des mouvements oculaires, dans les premières années, on suivait des yeux un mouvement, et pendant que les yeux suivaient le mouvement, de gauche à droite et de droite à gauche, pendant ces balayages oculaires, la personne était amenée à repenser à la scène la plus sensible du souvenir, celle qui lui paraît à lui la plus sensible. La personne pouvait à ce moment-là ressentir l'émotion et repenser à la croyance qui s'est mise en place. Je suis nul, je n'y arriverai pas, je suis incapable, je ne gère pas, je ne contrôle pas, je ne suis pas en sécurité, je ne mérite pas quand même, voilà. Et au long de cette séance, au long des séances de MDR, 1, 2, 3, quelques-unes, 8, 10 maximum en général, par un mécanisme qui est en partie aujourd'hui compris, connu, et qui reste encore pourtant à comprendre et à mieux cerner par les neuroscientifiques, eh bien, le cerveau va retraiter l'information. L'objectif, c'est simplement qu'au bout de quelques séances, la même personne puisse repenser à la même scène, se souvenir de ce qui s'est passé, se souvenir qu'elle ressentait l'émotion, se souvenir qu'elle ressentait l'oppression, se souvenir et comprendre pourquoi elle en est arrivée à penser qu'elle en était nulle. Mais ne plus être d'accord avec cette croyance, à pouvoir repenser à la situation en disant « je suis capable, je suis fort, j'ai des capacités, je suis en sécurité, ou je peux me sentir de cette manière ». Ces mouvements de MDR ont été petit à petit remplacés par d'autres stimulations qu'on va appeler multisensorielles, soit sur les genoux, des battements avec une baguette ou avec les mains en tapping, soit des mouvements auditifs avec un casque ou des écouteurs. Voilà. Et en quelques séances, de cette manière, le cerveau va retraiter, la personne va retraiter l'information, son système cognitif va connecter entre eux, pourrait-on dire, c'est une image des neurones qui étaient déjà présents, bien sûr, mais qui vont connecter les informations entre eux. Toutes les informations se trouvent déjà en nous au début de la séance de MDR, mais c'est en quelque sorte un regard nouveau qu'on pose sur la situation, qui nous amène à en tirer une nouvelle conclusion, qui est à la fois plus confortable, plus écologique, plus respectueuse, plus efficace, plus efficiente. On peut progressivement, on a appris au long des décennies à utiliser le MDR dans d'autres situations, face à des peurs, face à des phobies, face à des blocages, et face tout simplement à des systèmes de pensée basés sur des croyances qu'on va pouvoir en quelque sorte faire évoluer
pour aller vers quelque chose de plus confortable. C'est ce qui s'appelle le MDR, une appellation anglaise pour simplement dire retraitement des souvenirs traumatisants par des mouvements alternés. Évidemment, le mouvement alterné en lui-même ne suffit pas, il y a un protocole à dérouler, il y a un certain nombre de subtilités à l'intérieur du protocole qui amènent progressivement la personne en pleine conscience à poser donc sur ce souvenir un regard traumatisant. Chacun de nous, nous avons en nous, évidemment, comme cela, quelques-uns ou de nombreux souvenirs auxquels soit nous n'aimons pas accéder parce qu'ils nous ramènent des émotions et des pensées limitantes, négatives, soit des souvenirs et des situations auxquelles nous refusons même d'accéder, pensant qu'en les mettant de côté, ils n'auront plus d'effet. Évidemment, je peux ne plus me souvenir de la scène, je peux refuser de me souvenir d'un événement, je peux presque m'entraîner à ne plus ressentir les ressentis physiques, je peux trouver d'autres explications à ma colère, mais je ne pourrai pas trouver un moyen de ne plus penser que je suis nul et que je ne suis, de ne plus penser que je suis incapable ou que je ne mérite pas, de ne plus penser et de ne plus avoir en tête cette cognition limitante. C'est ce que permet le MDR en quelques séances. Alors on voit des situations s'améliorer, des crises d'angoisse disparaître. Bien sûr, ce n'est pas non plus de la magie, c'est une thérapie brève. Thérapie brève ne veut pas dire thérapie miraculeuse ou instantanée. Ça demande un petit peu de temps, quelques semaines, en répartissant les semaines, les séances sur quelques semaines, tous les 15 jours, sur 5, 6, 7 séances en général, et parfois beaucoup moins. On obtient des résultats notables, mesurables, et au bout du compte assez spectaculaires, parce que ces changements vont apporter d'autres changements dans la vie. En effet, si le souvenir n'est plus traumatisant, si je peux le raconter en toute sérénité, si je ne suis plus d'accord avec l'idée que je suis nul, que je ne mérite pas quand même, alors vous imaginez qu'il va y avoir d'autres répercussions positives dans ma vie. Ce déblocage, en quelque sorte, va entraîner d'autres déblocages, tout aussi productifs et aussi intéressants, les uns que les autres. Voilà. Je vous invite aussi autrement sur cette page à consulter quelques articles et voire même quelques vidéos extraits du web et qui vous expliquent et qui vous montrent les intérêts de l'EMDR. Voilà, à bientôt.